Bonjour, Patrick Blanchon, artiste peintre. Nous voici rendus à la 8e émission « Les raisons de peindre ». Dans mon enfance, j'oscillais entre deux pôles, en fait, quand j'étais chez moi. Soit je montais sur un cerisier, alors j'adorais... au fond du jardin, il y avait ce magnifique cerisier, et dès qu'il commençait à fleurir et que les fleurs blanches arrivaient, il y avait quelque chose de l'ordre du miracle, en fait, qui se produisait. Et donc je montais dans cet arbre et je m'installais pour être tranquille. Je pouvais y passer de très longues journées, un petit peu comme dans l'histoire du baron perché de Italo Calvino, et personne ne pouvait m'atteindre. Et l'autre pôle vers lequel j'oscillais était une petite porte noire que nous avions, que mes parents, qui se trouvait dans une colonne en fait sanitaire, que mes parents avaient fait construire dans cette maison qui appartenait à mon arrière-grand-père. Et donc ils avaient fait 2 salles de bain, une à l'étage, une au rez-de-chaussée, et il y avait une petite porte noire qui permettait en fait aux techniciens éventuellement d'aller tripoter les tuyaux tout au fond. Et quand ça n'allait pas, j'ouvrais la petite porte et je m'engouffrais au fond du vide sanitaire, et au fond de ce vide sanitaire il y avait un trou qui communiquait avec la vieille cave. Et je m'asseyais là, un peu recroquevillé au fond, dans l'obscurité, et j'écoutais en fait tout ce qui se passait à travers le trou. Donc il y avait comme ça des vibrations, il y avait un peu de vent qui passait aussi, parce qu'il y avait un soupirail dans la cave, donc j'imagine que le vent devait traverser toute la cave et arriver jusqu'à ce trou. Et j'entendais comme des voix un petit peu également qui devaient venir de la maison, alors soit les voix un peu déformées ou étouffées de mes parents qui s'engueulaient à l'étage, soit celles de mon arrière-grand-père, car il était encore vivant dans mon souvenir, qui toussait ou bien qui jurait tout seul parce que il devait avoir 85 ans et il commençait un petit peu à perdre la tête. Et donc je me situais comme ça sous la maison, à entendre tous ces bruits, et j'étais un peu comme à côté d'une pulsation du non-dit, ou que je n'aurais pas dû entendre peut-être en tant qu'enfant normalement, et j'adorais me rapprocher de ce trou et écouter tout ça. Mon meilleur ami de l'époque s'appelait Philippe, et son père était meunier, et nous avions l'habitude, le jeudi après-midi, d'aller jouer dans le silo de son père. Alors c'était un meunier moderne, hein, il n'avait pas de moulin. Là c'était vraiment un bâtiment gigantesque. Et il y avait des montagnes de blé à l'intérieur, et on avait l'habitude d'aller jouer dans le blé comme ça, un peu comme si on était dans l'eau. On se laissait glisser dedans. D'ailleurs c'était assez dangereux, on aurait pu facilement... se faire engloutir un petit peu comme dans des sables mouvants, mais bon, on s'en fichait, on jouait. Alors il y avait un tas de moments comme ça que j'ai passé le jeudi après-midi à m'engloutir dans le blé avec ce copain, et c'était une amitié qui pour moi était très précieuse, hein. C'était mon meilleur ami. Bon, c'était peut-être le seul gamin que je voyais régulièrement, puisque il se rendait souvent à ce silo voisin. Et notre amitié s'est arrêtée le jour où il m'a fait une réflexion en parlant de ma mère. Et il m'a dit « Elle est belle ta mère, je me la ferais bien ». Alors ça fait drôle, hein. Il avait 7 ans je crois, ou peut-être 8, hein, et moi je devais en avoir 7. Et quand j'ai entendu ça, j'ai rigolé parce que j'avais rien d'autre à faire tout de suite. Mais l'amitié s'est arrêtée net à partir de ce moment-là. Alors il y avait une autre amie qui était la fille d'un restaurateur qui habitait un petit peu plus loin, et alors elle s'était un peu amourachée de moi,
mais c'était pas mon amoureuse, c'était une copine. Et alors elle m'en faisait voir de toutes les couleurs. Voilà. Et quand c'est assez compliqué parce que quand j'en parle, finalement, j'ai plein d'images qui reviennent et qui s'entrechoquent. Parce que du coup, c'est plutôt moi qui lui en faisais voir de toutes les couleurs à celle-ci, en refusant quelque part son amour, hein, parce que, bon, on était gamins, mais je pense qu'elle aurait bien voulu que je sois son petit copain. Et moi, pas du tout, c'était pas du tout mon envie. Alors je la supportais quand même, parce qu'elle venait avec ses histoires de dinette, de docteur, ou de doctoresse plutôt, qui veut jouer au docteur, mais moi, ça m'intéressait peu. En fait, j'étais plutôt porté sur la fille de la voisine, qui habitait à Désertine, donc à côté, à 25 km de Vallon-en-Sully. Et cette fille représentait à la fois la beauté et ce que je pouvais penser être le diable. Donc j'étais attiré vraiment par cette fille d'une manière douloureuse, parce qu'elle m'en faisait voir de toutes les couleurs. Elle me promettait des baisers en échange d'albums de Mickey. Enfin bon, c'était vraiment une relation peut-être déjà un peu masochiste, sadomasochiste. Alors je crois pas qu'elle m'aimait particulièrement, mais je l'amusais beaucoup, donc on passait aussi des moments assez étranges en fait quand j'y repense. Donc j'oscillais entre cette première petite fille qui s'appelait Anne-Marie, maintenant ça me revient, qui était un petit peu mon souffre-douleur, et puis moi j'étais le souffre-douleur de Michel, qui était donc cette seconde jeune fille qui m'en faisait voir un petit peu de toutes les couleurs. Donc j'ai assez vite compris que les relations avec les autres allaient être très compliquées pour moi, et je cherchais toujours une échappatoire pour sortir en fait de cette trilogie un peu du désir, où il y en avait un qui désirait quelque chose, l'autre était désiré parce qu'il désirait, enfin c'était quelque chose de compliqué. Un jour, des Américains sont venus pour louer un logement en fait qu'il y avait donc chez cette fameuse voisine qui s'appelait Muguette. Et c'est là que, perché sur une tonnelle en train de me fabriquer un arc, que j'ai vu arriver Rebecca. Rebecca, c'était une petite brune aux yeux en amande, aux yeux noirs en amande. Et dès que je l'ai vue, mais il s'est passé quelque chose. J'avais jamais entendu parler du coup de foudre, moi, dans mon coin de campagne. C'était pas des choses qui m'intéressaient vraiment. Et là, je me suis senti tétanisé dès que j'ai vu cette jeune fille qui parlait pas un mot de français. Donc, on avait en fait pour communiquer que le sourire, que les yeux, les regards, et je sais pas ce qui m'a pris. D'un seul coup, mes journées se sont illuminées. J'étais heureux de vivre. On pouvait tout me faire. Du moment que je voyais Rebecca, j'étais heureux. Et bon, elle n'est pas restée très longtemps, mais suffisamment pour que je puisse éprouver ce sentiment et savoir que ça existait. Donc pour moi, ça a été un peu une libération de m'apercevoir qu'on pouvait sortir en fait d'un cercle assez douloureux en fait d'échange avec les autres, et peut-être avoir un espoir que les choses se passent différemment. À cette époque, je faisais souvent un rêve récurrent qui était l'arrivée en fait de la bête du Gévaudan. Alors la bête du Gévaudan, c'est une histoire qui courait beaucoup dans ma famille, parce que on racontait qu'une petite fille en fait de notre famille avait été dévorée par la bête du Gévaudan. Alors, le Gévaudan, c'est assez loin en fait du Bourbonnais, mais bon, à l'époque, je faisais pas trop la différence,
Et c'était tout souvent un prétexte pour ma mère ou mon père de me dire, si t'es pas sage, la bête du Gévaudan va se pointer et gare, quoi. Fais attention à toi, sois sage surtout. Donc cette bête, je la voyais arriver au seuil de ma chambre pratiquement toutes les nuits. Et pratiquement toutes les nuits, quoi que je veuille faire, elle me dévorait. Et ce sentiment cette sensation d'être dévoré était à la fois effroyable et en même temps d'une jouissance extraordinaire. Donc ce rêve est revenu, mais s'il est pas revenu 100 fois, il n'est jamais revenu ce rêve. Et un jour, j'en ai eu assez. Alors ça me faisait me réveiller, mais j'étais fatigué. Pour aller à l'école, c'était compliqué. En plus, j'allais à l'école à pied. Et il y avait bien facilement 2 km ou 3 km à l'époque pour me rendre à cette école. Et donc, il fallait que ça s'arrête. Et donc, je m'étais juré, en fait, que j'allais en finir avec la bête du Gévaudan. Donc, je l'ai attendu une nuit. Et je me suis arc-bouté, en fait, contre mon lit. Alors, c'est les vieux lits, vous savez, avec une tête de lit en bois, là, les vieux lits de campagne, puis le pied de lit pareil. Donc je me suis appuyé le dos contre le pied du lit, et j'ai attendu qu'elle arrive. Et quand j'ai vu sa gueule un peu fumante, ouverte, avec sa langue très rouge, ses yeux un peu en flammes, j'ai lancé mes jambes pour la propulser, en fait, contre le mur d'en face et l'écrabouiller comme ça en appuyant de toutes mes forces. Elle hurlait, c'était terrifiant, et à un moment donné, j'ai entendu un petit glapissement de rien du tout. Et c'est ainsi que j'en ai terminé avec la bête du Gévaudan. Elle n'est jamais plus revenue dans mes rêves. Alors ces rêves étaient toujours étonnants. Hormis la bête du Gévaudan, je faisais beaucoup de rêves de vol, c'est-à-dire que et j'avais la sensation que c'était vraiment la réalité, c'est-à-dire je sentais le vent, je sentais un tas de choses, et par je sais pas quel moyen, j'arrivais à être conscient plus ou moins dans mes rêves. C'est-à-dire que je me disais, tiens, il faut que tu voles, et trouve une solution. Alors j'avais testé plein de choses, soit je m'élançais du haut de la rambarde de l'escalier, et puis soit ça marchait, mais pas très bien finalement, parce que j'arrivais assez vite au ras du sol, et puis j'avais du mal à remonter. La meilleure solution que j'avais trouvée, c'était de marcher tranquillement, et de donner un léger coup de talon, et à ce moment-là, paf, je pouvais m'envoler. Et tout ça, ça a été une recherche, en fait, dans mes rêves, et j'ai réussi comme ça à élaborer toute une théorie du vol, mais alors dans mes rêves, simplement. Bon. Pour dire comment j'avais une vie intérieure, quand même, qui était assez bizarre, quand même, quand j'étais gamin. Alors, au garage d'à côté, j'allais chercher de grandes chambres à air de camions, que Monsieur Renard, le garagiste, me donnait avec beaucoup de gentillesse. Je ramenais ça comme un trophée à la maison, je prenais les ciseaux de couturière de ma mère, et je me découpais là-dedans tout un tas d'objets. Alors ça pouvait être des holsters pour mettre des pistolets que je fabriquais moi-même avec des morceaux de bois, ça pouvait être des gaines pour mettre des épées que je fabriquais également moi-même. Bref, j'étais assez industrieux, et rien, en fait, me permettait de m'imaginer tout un univers. Et dans cette solitude, quand même, que je vivais, peu à peu, un personnage est apparu. Alors, il est apparu en rêve, lui également, et c'était mon copain imaginaire. Alors, ce copain imaginaire... au début, quand il est apparu, il était plutôt sympa. Ça pouvait être un bon ami, quoi. Et puis, à un moment donné, il a commencé à changer et à devenir le pire des saligots, quoi, en fait.
peu comme mon double inversé. Alors moi j'étais un peu gros quand j'étais gamin, j'étais un peu pâteau, j'étais timide, j'avais peur de tout, et lui, alors c'était le Superman. Le Superman, il avait peur de rien, il murmurait un tas de choses sur les adultes, il comprenait tout des adultes, et donc ce copain, il était à la fois attirant et en même temps très encombrant, quoi. Et j'en avais parlé un jour à mes parents qui m'avaient rigolé au nez en me disant « Mais tu as une imagination, toi, c'est incroyable ». Et donc ce copain, il aurait pu avoir le même sort en fait que la bête du Gévaudan. J'aurais pu l'attendre à un coin de rue et puis lui casser la gueule et puis ne jamais plus en entendre parler. Mais il a été plus malin en fait que la bête du Gévaudan. Un jour, il a disparu. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Enfin si, je sais ce qui lui est arrivé. En fait, il a réussi à pénétrer en moi et il est logé en moi depuis des années. Alors il faut revenir un petit peu dans le contexte de l'époque. Je devais avoir, entre 7 et 8 ans, et ça devait être les prémices en fait qui annonçait bientôt 68, donc la société était en train de changer, les mœurs se libéraient énormément, et donc comme j'étais un buvard, je devais ressentir un petit peu toute l'angoisse de mon coin de campagne, parce que et puis surtout l'angoisse de mes parents, qui devaient regarder ça un petit peu effarés. Alors mes parents étaient plutôt politiquement conservateur, donc tous les mouvements sociaux qui pouvaient commencer à apparaître sur la capitale devaient plus les effrayer qu'autre chose. Et cette anxiété devait se propager comme ça, déjà entre eux, et puis atterrissait bien évidemment sur moi, quoi. Et donc le monde changeait déjà à cette époque-là, comme il est en train de changer actuellement, je crois. On est en train de sortir d'un paradigme et puis d'arriver sur autre chose, et cette autre chose, c'est l'inconnu. Ce qui doit bien effrayer beaucoup de monde, hein, qui se tient en fait à des habitudes et qui n'aime pas en changer, en fait. On n'aime pas trop changer ses habitudes, en général. Donc quand je regardais les adultes, j'avais l'impression d'assister à un grand théâtre de guignols. Alors j'avais des Muguette s'occupait, en fait, la voisine s'occupait de mon arrière-grand-père, et elle lui apportait sa soupe, donc elle fabriquait de la soupe chez elle et puis elle l'apportait à mon grand-père. Je ne sais pas quelle relation ils ont entretenue durant la fin de la vie de mon grand-père, mais il est possible qu'elle ait eu espéré à un moment donné un héritage quelconque, enfin une partie de l'héritage. Donc ça s'est assez mal passé avec mon père qui la chahutait, et je voyais Muguette passer avec un balai de temps à autre qui frappait mon père sur la tête. Je voyais mon grand-père cet arrière-grand-père qui malgré son grand âge, avait pris l'habitude en fait d'aller tous les matins au village pour aller chercher son journal, hein, qui s'appelle La Montagne, dans ce coin du Bourbonnais. Et il devait aussi se faire 3 kilomètres à peu près pour aller chercher son journal et revenir. Et cet arrière-grand-père, pour moi, était un point calme, en fait, dans cet univers de folie, quoi. Je le voyais, il avait des horaires super réguliers. Alors ce qu'il faisait dans ses journées, il faisait des mots croisés, voilà. C'était un cruciverbiste de haut niveau, à mon avis. Donc la première chose qu'il regardait dans La Montagne, le journal, c'était la page des mots croisés. Les nouvelles, à mon avis, il s'en fichait complètement. Ce qui l'intéressait, c'était d'avoir de quoi réfléchir dans sa journée, trouver les mots. Alors c'était un ancien instituteur qui était en même temps au conseil
conseil de la mairie, là, voilà. Et donc c'était quelqu'un de très instruit, qui avait fait la guerre de 14-18 et qui s'était battu aux Dardanelles. Et alors quand j'entendais ce mot, les Dardanelles, je savais pas où c'est, et ça m'était pas venu à l'esprit à l'époque de prendre un traité de géographie et de regarder où ça pouvait se trouver. Donc je le situais dans un lieu improbable, et pour moi, ça le grandissait encore. Il était déjà assez grand, mais ça le grandissait encore, qu'il eût fait la guerre et qu'il se soit battu aux Dardanelles. Alors j'aimais ce mot en plus, voilà, le Dardanelles. Et en fait, c'est un détroit qui se trouve en Turquie. Voilà. Et du coup, ce grand-père, j'étais souvent attiré par lui, c'est-à-dire je gravissais un petit escalier qui menait à son logement, et puis je m'asseyais là, tranquillement, près du poêle. C'était encore les vieux poêles, les énormes poêles, là où on pouvait tout faire avec. Ça servait de four, ça servait pour réchauffer le café. D'ailleurs, il avait toujours un pot de café sur la plaque, et puis toujours un peu chaud, un peu tiède, et puis de temps en temps il se levait, il se prenait un café. Voilà, donc ce grand-père a été pour moi quelqu'un de très important, qui m'a indiqué en fait qu'on pouvait, on pouvait lutter contre la folie du monde en fait en ayant une régularité, des horaires, des rituels, et donc trouver ainsi une certaine forme de sérénité. Et alors à sa mort, on était toute la famille était réunie en fait dans la chambre à coucher, et une chose m'a frappé. Alors ma mère m'a envoyé embrasser mon grand-père. Mon arrière-grand-père, c'était quelque chose aussi d'assez terrifiant. C'est-à-dire que dans la tradition familiale, on embrasse les morts. Alors je sais pas, peut-être chez vous on fait comme ça, mais moi je connaissais pas. C'était mon premier mort, et donc il a fallu que je passe le baptême en fait de l'embrassade de la peau froide de mon arrière-grand-père. Et en m'approchant de lui petit à petit, lui que j'avais pensé si serein, j'ai vu un rictus de frayeur en fait sur son visage immobile. Et pour moi, ça a été une angoisse de plus. C'est-à-dire, peut-être que c'est pas ça non plus en fait le chemin. On peut encore ne pas s'en sortir par cette voie-là. Et cette conclusion a dû aussi jouer beaucoup pour l'avenir de ma vie par la suite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens en fait de s'en sortir, de lutter en fait contre l'inéluctable. Donc cet inéluctable, bien sûr, c'est la mort. C'est-à-dire que dès qu'on prend conscience qu'on a une vie limitée, les choses changent. Et je pense que que ce passage, en fait, c'est celui de l'âge de raison, entre guillemets. Quand on est enfant, on est dans une espèce d'immanence permanente, et on ne pense pas tant que ça à la mort. Cependant, on comprend beaucoup de choses quand même de ce qu'échangent les adultes, et on les ressent énormément. Même si on n'arrive pas à poser des mots dessus, on est quand même beaucoup ébranlé par tout ce qui se passe dans une famille, par tout ce qui se passe entre père et mère et un frère, puisque j'ai un frère également. Et il faut trouver des échappatoires absolument, parce que je trouve que c'est très c'est fracassant. Tout ce qu'on peut éprouver nous fracasse, et les parents ne se rendent pas compte, hein, bien sûr. Pour les parents, les enfants, alors c'est quand même assez étonnant d'oublier qu'on a été enfant, et en devenant parent, oublier tout ça, et puis arriver à poser une forme de silence comme ça pour ne rien expliquer. C'est ce que j'ai vécu, moi. J'espère que dans d'autres familles, ça se passe différemment. Mais ce mur du silence, ce mur du non-dit, comme une interdiction pour l'enfant d'y pénétrer, le fait imaginer la pire des horreurs, en fait.
Voilà, j'ai envie de m'arrêter pour aujourd'hui. Alors le rapport avec la peinture, j'en ai pas beaucoup parlé dans cette émission, mais c'est pas grave. Je pense que ça constitue en fait tout mon parcours et on peut trouver des liens. Je vais pas essayer de les trouver maintenant. C'est peut-être vous qui ferez le travail à ce moment-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle nuit si vous êtes en train d'écouter cette émission dans la soirée.